Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition du 25 avril 2020 de Nouvelles du Haut-du-Lac. En manchette cette semaine, Jimmy Doucette parle de l'impact de la COVID-19 sur ses projets artistiques et Délices du Lac ouvre de nouveaux marchés grâce à Ferme Lufa. Jimmy Doucette parle de l'impact de la COVID-19 sur ses projets artistiques. Dans le cadre d'une entrevue réalisée avec le concepteur, metteur en scène, comédien et producteur Jimmy Doucette, nous avons cherché à connaître ses commentaires sur l'impact qu'aura sur sa production de la fabuleuse histoire d'un royaume et les autres projets menés par Jimmy Doucette dans le domaine théâtral en région et ailleurs au Québec de la période de confinement reliée à la pandémie de la COVID-19. Jimmy, on a cette année, en raison du confinement, dû procéder à une pause dans la présentation, entre autres, de la fabuleuse histoire d'un royaume où tu es le metteur en scène et aussi dans certains types de spectacles que tu menais en région. Dans un premier temps, j'aimerais savoir, toi, comme metteur en scène de ces spectacles-là, tu interprètes ça comment, cette pause-là? Tu la vis comment, cette pause-là? Je pense que j'ai toujours été conscient qu'avoir une vie aussi belle qu'on a là, toute la gang, c'est un privilège, là, c'est pas un dû. Et en plus, moi, j'ai un métier qui est vraiment très intéressant. Fait que ça aussi, j'ai toujours compris que c'était pas, on me doit pas ça, là. C'est comme ma job, c'est de qu'on aille s'attrouper dans plein de places, une gang de monde, puis qu'on passe un bon moment ensemble qu'on n'oubliera pas. Donc, le pire ennemi de ma job, c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. C'est ce que je jasais cette semaine. Il n'y a pas pire affaire que de dire rassemblez-vous plus parce que ma job, c'est de rassembler du monde puis qu'on passe un moment ensemble que, en tout cas pour plusieurs, on se rappelle pendant longtemps parce que ma manière de le faire, c'est d'essayer justement que ce soit particulier. Ceci étant dit, il y a aussi il y a beaucoup de choses là-dedans parce que l'implication des bénévoles, c'est dans tous mes spectacles, tu sais, La Fabuleuse, c'est un exemple grandiose, là. Mais dans tous mes spectacles, j'implique des bénévoles qui viennent de la place. Et là, ça, là, c'est tout un plus à la vie de plusieurs personnes qui viennent aussi partager un moment avec nous autres. Les municipalités, quand ils nous engagent, ils savent bien que c'est pas nécessairement juste le spectacle qu'ils veulent. Ils veulent que ce soit un projet collectif, puis que tout le monde dans la collectivité fasse partie du spectacle. Puis effectivement, c'est ça aussi mon travail, c'est d'impliquer tout le monde. C'est beaucoup de malheur. Tu sais, je me rends compte c'est ainsi de la force de bonne humorisation que j'ai. Et là, cette force-là est complètement anéantie. Mais on reviendra plus fort. Pas le choix. Pendant un an, donc, on n'aura pas ce spectacle-là. Est-ce que ça peut permettre à Jimmy Doucette de dire ah, ben regarde, je vais peut-être encore mettre davantage de ma touche pour le prochain spectacle et sans oublier ce qui était l'ancien, mais peut-être de se souvenir maintenant de celui-là que, ah, ben regarde donc comment est-ce qu'il est présenté, celui-là de Jimmy Doucette. C'est vraiment le spectacle, la fabuleuse de Jimmy. Est-ce que ça peut permettre cela? Tout à fait. En fait, moi, j'avais remis un plan sur 3 ans. Et ce plan-là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fusionné l'année 1 et l'année 2 ensemble pour que la présentation de l'été prochain va arriver avec, oui, la nouvelle mise en scène de Jimmy Doucette, mais en plus, là, on mise sur des nouveaux tableaux carrément, là, vraiment. Et là, les tableaux, c'est moi qui vais les avoir composés, puis c'est moi qui vais les avoir montés. Donc, à ce moment-là, c'est sûr et certain que ma première année, La Fabuleuse, va pas mal plus me ressembler encore que ce qui était supposé. Moi, si on m'oblige à regarder ça positivement, ben, c'est que La Fabuleuse me donne tout l'été
pour monter un show encore plus spectaculaire que ce que ça devait être. Alors, c'est sûr que moi, ça me donne encore plus de chances de bien marquer ma première année et de provoquer quelque chose justement dans la perception du spectacle. En ce qui regarde maintenant toujours l'avenir, on voit des reportages au moment où on se parle sur l'utilisation des salles de spectacle non seulement dans le confinement, mais dans le phénomène de la distanciation sociale. On va peut-être avoir de la difficulté à, justement, comme tu disais tout à l'heure, regrouper des gens pour faire un spectacle. Toi, tu penses qu'il va y avoir des changements dans la forme de présentation de spectacles comme ceux que tu étais amené à vivre avec ce que nous vivons présentement? En fait, je présente deux types de spectacles, ceux qui sont considérés aventures humoristiques en plein air et les spectacles à l'intérieur. Nous, on a pensé pendant un temps qu'on pourrait présenter nos spectacles en plein air. On ne pensait pas d'être obligé d'annuler la caravane en panne, on ne pensait pas d'être obligé d'annuler Sainte-Monique de Honfleur. On a vraiment pensé ça pendant un temps. Parce qu'on se disait, ben là, coudonc, c'est à l'extérieur. C'est sûr qu'on n'annule pas ces shows-là. Et là, bon, quand on a compris que ça se passe autant dehors qu'en dedans, ben là, on a comme fait, OK, il va falloir vraiment qu'on se repenche sur le dossier. Oui, il va y avoir beaucoup de choses à penser. Tu sais, je veux dire, aller voir un spectacle, c'est aussi acheter ses billets à la billetterie, partager nos vies dans le hall d'entrée, aller à la même toilette 500 personnes en même temps. Je le répète, là, mais c'est majeur pour le domaine du spectacle, une épidémie. On n'avait jamais pensé à ça et vu ça à ce point-là, mais c'est majeur. Donc, oui, il faut repenser tout ça. Parce que, admettons que ça dure longtemps, ben, il va falloir qu'on ait commencé à réfléchir aujourd'hui et non pas l'année prochaine quand on nous annoncera que ben, on en a encore pour une autre année à attendre. C'est là qu'il faut y penser. Donc, oui, moi, ma réflexion a déjà commencé. Je ne vous cacherai pas qu'on a des réunions présentement avec la direction de diffusion Saguenay où est-ce qu'on discute de ça. Même moi, je suis impliqué là-dedans parce que, bon, on veut mon avis, même si c'est pas moi qui est à la direction. Là. Je suis un metteur en scène, mais qui a vu du spectacle pendant 20 ans, donc on jase de tout ça. Il faut trouver des solutions. On a déjà certaines pistes qu'on lance comme ça, mais on est vraiment au début d'une réflexion. On a un an, en tout cas un an, ou presque, là, parce que, bon, il ne faut pas non plus arriver avec les solutions à la dernière minute, parce que ça va peut-être demander des travaux, ça va peut-être demander, on ne sait pas trop, là. Fait que, donc, oui, effectivement, c'est quelque chose. En même temps, je pense qu'à un moment donné, comme ça se parle présentement, on n'a pas le choix de commencer à un déconfinement et à ce qu'on retourne à une vie pas normale, mais une vie, un semblant de vie. Et ça fait partie de ça. C'est que les salles de spectacle doivent aussi faire partie de cette réflexion-là, puis qu'on se parle toute la gang. Délices-du-Lac ouvre de nouveaux marchés grâce à Ferme Lufa. La copropriétaire de Délices-du-Lac d'Albanel, Mme Émilie Godreau, a fait connaître en début de semaine qu'une entente d'approvisionnement en produits du bleuet fabriqués dans ses installations avec les fermes Lufa vient d'être signée, donnant ainsi à l'entreprise une augmentation de sa production entre 5 et 10 % par rapport à l'an dernier. Cette entente augmente ses ventes dans la région métropolitaine. Mme Godreau explique comment l'entreprise albanénoise a ainsi pu développer ce partenariat et l'impact qu'il a eu en particulier en cette période de crise reliée à la pandémie du coronavirus. On en est encore à quoi? Un mois et demi de confinement à l'échelle du Québec. Chez Délices-du-Lac, ça se déroule comment, le confinement?
Ben pour être franc avec vous, là, c'est sûr que exactement comme toutes les PME au Québec, initialement, on a trouvé ça un peu difficile. On savait pas trop où tirer, on savait pas trop si on devait arrêter les opérations, si on devait continuer, mais en même temps, on a des clients dans l'ensemble du Québec qui sont dans le domaine alimentaire, donc c'est important pour nous de comment continuer à répondre à leurs besoins. Donc oui, au début, ça a été un peu plus critique, là, puis on savait plus ou moins où on s'en allait, puis on s'est vite repositionné sur de quelle façon on allait sortir de la crise, ou de quelle façon on allait naviguer en temps de crise. Hein. C'est un peu ça aussi, être un entrepreneur, c'est d'apprendre à naviguer dans les eaux qui nous sont proposées. Ben là, c'est ça, on s'est construit un radeau. Vous n'avez pas cessé la production aucunement, là. On a légèrement modéré, en fait, tout ce qui est en lien avec l'industrie touristique, là, on a légèrement modéré les inventaires pour la saison touristique qui s'en vient, bien entendu, parce que d'emblée, on savait un peu quand même qu'est-ce qui se passerait avec des frontières fermées, mais en même temps, on demeure très positif sur ce qui va se passer au Québec parce qu'on est convaincu que les Québécois vont au rendez-vous de leurs attraits touristiques. En tout cas, on le souhaite. En ce qui regarde la question, bon, pour envoyer les productions sur le marché québécois, ça là-dessus, il n'y a pas eu d'arrêt. Il n'y a pas eu d'arrêt, il y a eu de l'adaptation par contre, parce que les quantités ont changé. Nos clients nous ont demandé de s'adapter rapidement à des besoins qui étaient différents au niveau de leur bannière alimentaire. Puis il y en a d'autres pour qui, ben tu sais, oui, ok, acheter local, mais tu sais, là, les gens, ils recherchent la farine, du beurre, du lait. Tu sais, au début, c'était très précipité, donc les produits locaux, on était légèrement mis à l'écart, ce qui était complètement normal, je pense, à ce moment-là. Quand M. Legault a commencé à parler d'achat local, de sensibiliser les gens à investir dans leur économie tout de suite parce que c'est extraordinaire, les bannières qui proviennent de l'extérieur, sauf que c'est pas ce qui va faire virer notre économie par la suite. Ben là, on a commencé à ressentir beaucoup d'empathie de la part de la clientèle québécoise. Maintenant, on répond à des demandes d'achat en ligne, d'achat par téléphone, d'achat par les réseaux sociaux. Puis nos bannières continuent d'être opérationnelles, donc non, on ne chôme pas à l'heure actuelle là, chez Délices du Lac. Vous n'avez pas dû procéder non plus à des mises à pied, même si vous avez dû ralentir peut-être un peu la production? Ben, en fait, en respectant les craintes de chacun des individus qui travaillent pour Délices du Lac, il y a des gens, oui, effectivement, qui se sont retrouvés au chômage. Il y a 50% pas 50%, là, je vous dirais à peu près 30% de notre équipe, sauf que c'est très courte durée, puis c'était plus le temps de se donner une en ligne de où on s'en va. Donc, à partir déjà là, de la semaine prochaine, on va être en mesure de faire revenir les équipes pour continuer la préparation là, des denrées, puis des produits, des commandes pour ce qui s'en vient. Vous nous avez fait connaître cette semaine donc un nouveau partenariat avec ce qu'on appelle les fermes LUFA. Oui. Dans un premier temps, il s'agit donc d'une façon c'est une mise en marché qui se produit avec cette entreprise. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu en quoi consiste cet nouveau partenariat? Ben, c'est un partenariat, je vous dirais franchement, qui tombe juste à point actuellement dans la réalité qu'on vit. Ça fait plus de 3 ans qu'on sollicite les gens de chez Ferme LUFA pour un éventuel, je m'en doutais, excusez, pour un éventuel partenariat parce qu'on croit beaucoup à la mission depuis longtemps de cette entreprise-là. C'est une entreprise qui s'ise au Québec depuis maintenant 8 ou 9 ans. On les regardait aller, puis leur mission, c'est vraiment de mettre en valeur les fermes locales, les produits biologiques du Québec, la provenance, la traçabilité des fruits, des légumes, des produits transformés. Fait que, tu sais, ça allait directement dans notre chaîne de valeur à nous aussi, puis l'identité qu'on veut donner à notre chaîne de distribution. Donc, les fermes LUFA, ça fait un petit bout qu'on travaillait ça. Ça change quand même. Ils ont changé d'acheteur à quelques reprises, donc on a dû à toutes les fois recommencer les manœuvres de présentation de produits avec chacun des acheteurs. Puis, ça fait 1 an qu'on est en pourparlers avec Anaïs, l'acheteur qui est là actuellement. Elle est vraiment fan finie de nos produits, fait que ça a beaucoup facilité la tâche. En janvier, on a fini par s'entendre au niveau des quantités, des volumes, puis tout de suite après, la cloche a sonné sur la crise. Donc, on savait pas trop si on devait continuer à transformer, s'il allait vraiment être acheteur des produits, parce que, tu sais, on se comprend que dans la chaîne de priorité des choses qu'on veut acheter là, en tant que consommateur, c'est sûr que les bleuets enrobés de chocolat puis le bleuet déshydraté, des fois, ça passe pas dans les top 3, tu sais, mais en même temps, à travailler ensemble, on s'est rendu compte que oui, il y avait un besoin de produits locaux, oui, il y avait un besoin de ces produits-là chez LUFA. Puis c'est un mal pour un bien de tomber, d'avoir dû naviguer là actuellement parce que oui, ça a demandé beaucoup de pression au niveau de la production dans des temps de crise. On a resserré nos mesures sanitaires pour arriver à compléter la commande puis à l'expédier, mais en même temps, les Québécois n'ont jamais été aussi
friands des produits québécois, puis de l'achat en ligne. Donc là, on se retrouve exactement là, au carrefour giratoire avec le consommateur. Les Fermes Loufa, c'est une entreprise de Montréal qui fournit des paniers d'épicerie à des gens de Montréal et des environs parce que leur objectif, c'est la clientèle de proximité. Donc, ils veulent pas livrer à travers le monde des paniers d'épicerie. Là, ce qu'ils veulent, c'est desservir une épicerie en ligne pour les clients locaux. Donc, c'est Montréal, l'île, Rive-Nord, Rive-Sud, puis Québec. Donc, il y a des points de chute avec Québec aussi pour les paniers d'épicerie. Puis, c'était 20 000 paniers d'épicerie quand on a commencé à faire la commercialisation là. Maintenant, ils sont passés à 40 000 paniers d'épicerie par semaine. Fait que c'est sûr qu'ils ont un besoin additionnel de producteurs à l'intérieur de leur case, là. Puis, c'est ça, c'est que oui, on va faire de l'achat en ligne avec eux, mais c'est principalement dédié là-bas. Fait qu'on voulait pas briser notre clientèle non plus du secteur. Puis nous, on fait de l'achat en ligne, on fait de la vente en ligne aussi, là. Depuis maintenant 6 ans. Fait que plus que jamais, la boutique est un lieu de magasinage là, pour nos consommateurs, à nous aussi. Fait qu'on est très content de voir la réponse des gens comme ça. L'entreprise Captive se lance dans la production d'un antiseptique pour les mains. Madame Sonia Bouchard, propriétaire de l'entreprise Captive, spécialisée dans la fabrication de produits naturels pour les soins du corps, vient de recevoir son accréditation pour la production d'un antiseptique pour le lavage des mains. Devant la demande grandissante de ce type de produit en raison de l'actuelle crise de santé publique reliée à la pandémie du coronavirus, Mme Bouchard a donc mis en production ce produit dont la mise en marché se réalise en bonne partie par le web. Mme Bouchard présente ainsi ce nouveau produit destiné à l'hygiène des mains. Dans le fond, c'est un spray. C'est un spray, c'est de l'alcool. Il faut avoir au minimum 60% d'alcool pour être efficace pendant la crise du coronavirus. Avant, je fabriquais un nettoyant sans eau. Il n'y avait vraiment pas beaucoup d'alcool dedans. C'était pour les gens qui vont en camping, des fois des livreurs, des gens qui se lavent pas les mains souvent, qui n'ont pas toujours l'eau à portée de la main pour se laver les mains. C'est ça. Mais là, j'ai upgradé ma formule en ajoutant vraiment 62% d'alcool. Et puis, c'est ça, on retrouve, il y a du gel d'aloès aussi dedans, bien sûr, là, parce que l'alcool, ça dessèche vraiment la peau. J'ai ajouté des huiles végétales, des huiles essentielles antivirales et du gel d'aloès. Puis ça donne un produit comme ça, c'est en spray. C'est vraiment un spray qu'on ouvre. C'est un petit spray qu'on puise dans les mains. Est-ce que ça s'inscrit actuellement, donc ça s'inscrit dans le temps du développement de votre entreprise? Parce que fort probablement que vous avez dû, vous aussi, être aux prises avec la politique gouvernementale un peu de cesser la production. Vous vous êtes mis tout de suite à la recherche de ce produit. Dans le fond, j'ai upgradé la recette. Je veux dire que j'ai remplacé la partie eau par de l'alcool. Donc, puis là, je suis allée vers un chimiste. Un monsieur avec qui je fais toujours affaire pour valider les recettes quand j'ai besoin, il est toujours là. Donc, je suis allée avec lui, je lui ai envoyé la recette, puis rapidement, ça s'est fait. Ce qui a été peut-être un petit peu plus difficile, c'est au niveau de l'accréditation parce que moi, j'essayais, là, depuis longtemps, j'essayais, en guillemets, je veux dire que tranquillement, il faut se conformer quand on va vers des normes de Santé Canada comme ça, vers une accréditation qu'on appelle un NPN, qui est un numéro de produit naturel. Tranquillement, il faut se conformer vers ça parce que moi, je fabriquais chez moi, ici. Là, ça ne peut plus être comme ça. C'est vraiment plus sévère. Pour s'en aller vers ça, il y a des démarches pour avoir l'accréditation qui, habituellement, prend plusieurs mois à avoir. Oui. Moi, je me préparais à m'en aller vers ça avec un chasse-moustique que j'ai fait depuis vraiment longtemps, que je vends comme un beurre de corps, mais qui est citronné et à l'odeur d'huile essentielle que les moustiques détestent. Mais je peux pas le vendre comme chasse-moustique parce que j'ai pas de NPN. Et je m'en allais vers ça tranquillement en me conformant.
Là, ce qui est arrivé, c'est qu'avec la crise du coronavirus, ben, ils ont dit, on les donne les licences, puis on va aller voir après si vous êtes vraiment conforme. C'est sûr qu'ils ont sûrement regardé les recettes, là, parce qu'ils ne donneraient pas à n'importe qui, n'importe quoi. Tu sais, je veux dire. Mais, je veux dire, au niveau de la conformité, là, de tout ce que ça demande, ils ont fait fi de ça à cause de la crise. Malgré le confinement, le sirop de bouleau coule à flot. Alors que plusieurs entreprises du secteur doivent se mettre sur pause en raison de la pandémie du coronavirus, Parallèle 49, une entreprise de fabrication du sirop de bouleau Adolbo-Mistassini, voit le jour et mettra en vente dans les prochaines semaines une première production. Le propriétaire de l'entreprise, M. Carole Martel, explique comment lui est venue l'idée de produire un tel sirop, les caractéristiques de ce nouveau produit, où il sera disponible en région. Ben oui, en fait, l'idée, c'est que j'ai toujours été passionné de la sériculture depuis longtemps, depuis l'âge de 20 ans environ. À l'époque, j'avais commencé à en faire un peu avec l'érable dans la rue où je demeurais. Il y avait quelques érables, puis je m'étais amusé à entailler, puis c'est là que j'avais découvert une passion. Et l'an dernier, ma conjointe avait reçu une bouteille de sirop de bouleau en cadeau, puis quand j'y ai goûté, ben, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'essayer d'en produire. La passion est revenue, disons. N'importe quel bouleau peut faire. On parle du bouleau blanc ou le bouleau jaune aussi peut, ce qu'on appelle le merisier là, couramment, là, peut être utilisé. Ça prend quand même des spécifications, là, une grosseur spécifique. Donc, le bouleau doit être au moins 20 cm là, de diamètre pour pouvoir l'entailler, disons. La période n'est pas la même. Le bouleau va couler un peu plus tard que l'érable. Il faut que le pied doit être complètement dégagé de la neige. Et c'est une sève aussi qui est beaucoup moins sucrée. Donc, on parle de 3 fois moins sucrée que la sève d'érable. Sauf que ça prend beaucoup d'eau. Et on finit par avoir quand même un produit qui est très concentré. Au même titre que l'érable, le sirop doit être, en langage d'acériculture, on parle de 66 brix. Donc, le sirop de bouleau doit être à 66 brix, comme le sirop d'érable. Donc, c'est la norme là, pour obtenir un sirop. Est-ce que ça vous oblige à avoir pas des autorisations, mais des permis ou au niveau du ministère de l'Agriculture? Est-ce qu'on octroie pour que vous puissiez être en mesure de produire, pour pouvoir mettre en marché le produit? Est-ce que vous avez des exigences qui sont demandées par les ministères? Bien, compte tenu que moi, j'ai des ententes avec le secteur privé, je n'ai pas besoin d'entente, d'autorisation du ministère. Si, par contre, j'allais sur le secteur public pour prélever la sève, là, oui, ça me prendrait un permis du ministère, probablement, là, des forêts. Okay. De l'environnement. Mais comme moi, c'est une acériculture qu'on dit urbaine, j'ai des ententes avec des propriétaires ou des organismes qui me permettent de récolter. En ce qui concerne la production de sirop, ben là, oui, c'est quand même le MAPAC. Donc, j'ai contacté le MAPAC pour prendre toutes les informations pour m'assurer d'être en règle, parce que quand même, on parle d'un produit alimentaire. La production de cette année, ça va pouvoir ressembler à quoi? Selon moi, ça devrait être en mesure de produire entre 200 et 400 litres de sirop. Parce que depuis 2 jours, on voit là, que la coulée est meilleure, la récolte est meilleure sur le terrain. Et au début, le pourcentage de sucre était très bon, mais là, on voit que le pourcentage de sucre dans la sève augmente, ce qui est quand même bien là, pour produire du sirop. Donc, selon moi, là, pour une première année, entre 200 et 400 litres. Est-ce que ça veut dire que la récolte elle-même, ou enfin, quand vous allez chercher la sève, ça peut durer combien de temps dans la saison? Environ 3 semaines. Donc, ça débute tranquillement et on doit arrêter à partir du moment où la feuille va commencer à pointer ou le bourgeon va commencer à pointer parce que là, la sève devient de moins bonne qualité. Puis c'est à ce moment-là qu'on cesse la récolte. On parle environ la mi-avril, aller à la mi-mai environ, là, comme période de récolte. Et ça, c'est à nos latitudes à nous. Si vous étiez dans le sud, au Québec, est-ce que ça serait plus de bonne heure ou... Oui, ça serait plus tôt, puis surtout, au sud, on entaillerait le bouleau jaune, là, le merisier, parce que le bouleau blanc est
est présent davantage au nord. Vous êtes en fait le seul producteur ici dans le secteur de la MRC de Maréchal-de-Lenne ou s'il y en a d'autres? Je crois que je suis le seul producteur dans la région. Et au Québec, on est d'environ 5 producteurs. Là. Il n'y en a pas beaucoup. Puis au niveau de l'Amérique du Nord, on parle de 25 à 30 producteurs environ. Est-ce que vous en avez pour... en fait, c'est la première année où vous allez en produire une aussi grande quantité? Oui, c'est la première année. L'an dernier, j'en ai fait un peu, mais c'était surtout pour faire des tests, connaître le produit, en apprendre sur le produit, puis aussi arriver avec un produit de qualité, parce que le sirop de bouleau, il y a beaucoup de différences. Tout dépendamment de la cuisson, tout dépendamment des équipements qui sont utilisés, ça peut donner un produit qui peut être assez fort, là, assez ambré, alors qu'avec une méthode de cuisson adaptée, on peut avoir un produit qui est sucré, là, qui est très agréable au goût. Donc, il y a une connaissance à aller chercher, là, puis à développer, et une expertise à développer pour la cuisson, pour obtenir un sirop de qualité qui est agréable au goût. Est-ce que ça vous a demandé, sans aller dans le détail, quand même un investissement au niveau justement des appareils? Oui, c'est le même type d'équipement. Dans mon cas, on parle d'un investissement d'environ 20 000 pour avoir des équipements spécialisés. Le gros investissement, c'est d'acquérir l'osmose inversée qui permet de séparer l'eau du sucre au départ pour d'éliminer pratiquement 80 à 90 de l'eau qui est contenue dans la sève. Sinon, si on n'a pas d'osmose, faire de la production, c'est impensable. On ne peut pas faire bouillir des quantités astronomiques. On parle quand même d'un ratio généralement qui va tourner aux alentours de 150 litres de sève pour produire 1 litre de sirop. Ça, c'est si on n'a pas d'osmose. Nous vivons une crise majeure. Et pour qu'on s'en sorte, on doit se protéger. Et respecter toutes les consignes. C'est simple comme bonjour. Faut se laver les mains et tousser dans son coude. Peu importe ce qu'on porte. On doit jeter ses mouchoirs. Gardez cette distance. Et surtout, rester chacun chez nous, comme on vient tous et toutes de faire. Se protéger, ça sauve des vies. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à l'édition du 25 avril 2020 de Nouvelles du Haut-du-Lac. Nous vous invitons à être des nôtres à la saison prochaine, alors que nous vous présenterons un autre résumé de l'information locale au cours du mois de septembre.